Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise que j'ai découverte suite à une précédente vidéo que j'ai réalisée sur les super investisseurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la regarder. Ça, c'est vraiment intéressant pour voir les achats et les ventes des certains super investisseurs comme François Rochon, Warren Buffett, Bill Ackman. Donc, cette entreprise, ça a été une des actions qui a été ajoutée dans son portefeuille par François Rochon. On va aller regarder ça en détail. On va juste regarder d'abord son cours de bourse. On voit qu'elle a fait une croissance exceptionnelle sur les 5 dernières années. On voit que c'est un peu plus de 640% sur 5 ans. C'est vraiment exceptionnel. On va voir maintenant son modèle économique. Vous allez voir, c'est très technique, mais je l'explique au fur et à mesure avec des termes qui sont simples. Ça va être une vidéo quand même complète et ça risque d'être long. Fait que si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la regarder sur plusieurs étapes. Mais ça va être quand même très intéressant de voir comment je fais mes analyses et vous pourrez vous en inspirer si vous voulez pour faire vos propres analyses. Donc, on va commencer par son modèle économique. Donc, cette entreprise, elle génère principalement ses revenus à travers la vente de matériel réseau, notamment des commutateurs Ethernet à haute performance et de logiciels associés tels que système d'exploitation réseau propriétaire EOS. L'entreprise propose également des services professionnels incluant le support technique, la formation et le conseil pour aider ses clients à optimiser leurs infrastructures réseau. Je vais expliquer chacun de ces deux mots. J'imagine que la plupart ne vont pas comprendre, soit le commutateur Ethernet ainsi que le EOS. Donc, le commutateur Ethernet est un appareil qui permet aux ordinateurs et aux autres appareils, serveurs, imprimantes, caméras, de se connecter entre eux dans un réseau et de s'échanger des données rapidement. Le EOS, lui, c'est un logiciel qui fait fonctionner les équipements réseau d'Arista Network comme les commutateurs Internet. Donc, ces deux logiciels ou appareils sont interliés, ils marchent ensemble. Ici, ça dit qu'en gros, c'est un système d'exploitation. Ça, c'est l'explication de EOS, comme Windows ou Mac EOS de Apple, mais pour les réseaux, qui permet de gérer et contrôler le trafic Internet dans un centre de données ou une entreprise. Les grands centres de données comme Google, Amazon, Microsoft utilisent des commutateurs ultra performants comme ceux d'Arista Network pour faire circuler d'énormes quantités de données rapidement et sans interruption. Dans le fond, ici, on peut voir déjà que ses plus gros clients, ça va être Google, Amazon et Microsoft. On va aller regarder maintenant son rapport financier pour le 4e trimestre. On va essayer de regarder ça rapidement parce qu'on va aller regarder sur un autre site financier où ce que ça va être plus détaillé sur plusieurs années. On va juste prendre les points qui vont être intéressants. Ici, on voit que pour 2024, ils ont eu un record de revenus à 7 milliards. C'est une entreprise qui est également dans l'IA qu'on va voir par la suite. Je vais vous donner des explications sur ça. On voit que son revenu était de 7 milliards, une augmentation de 19,5% d'une année à une autre. La marge brute qui est vraiment exceptionnelle à 64 comparativement à 61 pour 2023. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre? Ici, on voit c'est ce qu'elle a. Ça, c'est les points importants pour le 4e trimestre. On voit que Meta et Arista ont construit un IA at scale. C'est vraiment bien détaillé ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder sur le site financier. Mais je vous ai réservé quand même beaucoup de données. Par la suite, on n'aura pas le temps de regarder une par une ici. Maintenant, on va voir quelques ratios de valorisation. Donc, sur le site Finviz, que j'aime beaucoup, dans le fond, ça nous donne quand même une vision globale de l'entreprise assez rapide. Donc, on voit que c'est une capitalisation de 128 milliards de dollars. Elle a des bénéfices nets de 2,85 milliards et des ventes qu'on retrouve de 7 milliards pour l'année 2024. On voit qu'elle est quand même
très valorisé en ce moment, soit un PER de 45, quasiment 46. Un price to free cash flow également élevé à 35, mais beaucoup moins que le PER, un price to sell de 18. Ça, on va retrouver ici, ça va être expliqué par les marges qui vont être très élevées. On voit qu'elle n'a pas de dette, aucun problème à ce niveau-là. Même chose, quick ratio, puis le current ratio, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Des belles croissances sur les 5 dernières années pour le bénéfice net par action qui va être de 27,4%, des ventes à hauteur de 25%. Même chose d'une année à une autre, c'est de 34%, les ventes de 19,5%, les bénéfices nets d'un trimestre à un autre est de 28,8%, les ventes également d'un trimestre à l'autre c'est de 25,3%. On voit que c'est vraiment d'excellentes croissances qu'elle a réalisées ces dernières années. Au niveau des marges, on retrouve le 64% de marge brute, marge opérationnelle à 42%, des marges nettes de 40%. C'est vraiment excellent. Ici, le ROE de 33 et 14, le ROI de 30 et le ROA de 23. Vous le savez maintenant que principalement, je regarde le ROE et le ROCE qu'on va regarder par la suite. Mais ça reste quand même vraiment excellent. Ici, ça n'a pas été influencé par la dette parce que comme on peut voir ici, elle ne dispose pas de dette. Fait que c'est vraiment un ROE qui est très bon. On va aller regarder sur Stock and Lock, on va regarder les marges nettes ainsi que le revenu. Le revenu, ça va être en vert ici. On voit qu'elle a une très belle croissance depuis les 5 dernières années. Elle a commencé le 31/3/2020 avec un revenu de 2,34 milliards et aujourd'hui, elle est rendue à 7 milliards, soit une croissance annualisée de 25,9%, quasiment 26%, ce qui est vraiment exceptionnel. Au niveau des marges, on voit qu'elle avait des marges nettes de 34%. Elle a pu les augmenter tranquillement jusqu'à arriver à 40% pour la dernière année. Au niveau de la valorisation, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a empêché de trouver cette entreprise depuis les dernières années parce que ça m'aurait vraiment permis de faire des croissances, des performances dans le fond excellentes. C'est que ça ne rentrait jamais dans mon screener car moi souvent je vais chercher des entreprises qui vont avoir un PER ou un price to free cash flow en bas de 30, puis on va voir avec cette entreprise, elle a rarement un PER, un price to free cash flow en bas de 30, comme on peut le voir ici. C'est toujours vraiment en haut de 35, 30, 41. On peut voir ici, ça monte jusqu'à 30, 50, 48, 39. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé cette entreprise jusqu'à ce que je vois que l'investisseur François Rochon l'a ajouté à son portefeuille. Présentement, elle a quand même un PER qui va être élevé à 44 et un price to free cash flow de 34. Donc, quand même une entreprise qui se paye cher, même à travers le temps. Les seules fois qui a été vraiment peu valorisée, c'était en 2020. Mais à ce moment-là, j'étais occupé à investir dans d'autres entreprises. Maintenant, on va voir le free cash flow et la marge du free cash flow. On va voir aussi ici qu'il y a une belle progression. Ici, on voit qu'elle commence 2020 avec un free cash flow de un peu moins de 1 milliard de dollars, soit 974 millions. Et qu'elle réussit à augmenter jusqu'à 3,7 milliards de dollars pour l'année 2024. Au niveau des marges, on voit qu'elle augmente également ses marges. Ça va être en bleu. On voit que c'était à 41% de marge du free cash flow, ce qui est vraiment excellent. On voit que ça monte progressivement jusqu'à arriver jusqu'à 52,5% de marge du free cash flow, ce qui est vraiment excellent. Ici, c'est la dette. Comme je vous disais qu'elle n'avait pas de dette, ça va être en vert. On voit que la dette nette, soit
la dette puis qu'on retranche le cash qu'elle dispose. Donc, ça va être négatif. Comme on voit que même sur les 5 dernières années, elle n'a jamais eu vraiment de dette. Ensuite, les stock options, on voit qu'elle donne pas beaucoup. Ça représente peut-être 10-12% de son revenu net qu'elle donne en stock options. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment inquiétant, mais on voit qu'elle le monte de 29% sur les 5 dernières années. Peut-être à surveiller ça. Si ça dépasse les 20%, moi je n'aime pas trop quand ça dépasse ce chiffre-là. Mais si ça reste entre 10-15%, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, ça va être le ROE et le ROCE. ROE qu'on a déjà vu précédemment, mais on va quand même le regarder ici également. Donc le ROE, ça va être en vert, le ROCE, c'est en bleu. On voit qu'elle augmente progressivement. En 2020, il était de 27,9, puis maintenant, présentement, est à 28. Rester stable, puis au niveau des ROCE, il est à 21,5 et présentement est à 26. C'est stable à travers le temps. Il ne diminue pas. Ça aurait été bien s'il augmentait, mais c'est quand même des ratios qui sont bons à 28, 26 de ROE et ROCE. C'est vraiment très bon. Donc maintenant, on va aller regarder plus l'analyse qualitative de l'entreprise. On vient de faire l'analyse quantitative qui était quand même très bonne d'après ce qu'on a vu. Et maintenant, on va aller voir l'analyse qualitative de cette entreprise. Donc, on va commencer avec les points forts de l'entreprise. On va voir quelques points ici pour les points forts. Donc, le premier, ça va être l'innovation technologique. Arista est reconnu pour ses solutions de réseau innovantes offrant des performances élevées et une faible latence adaptée aux besoins des centres de données modernes. Système d'exploitation EOS basé sur Linux. EOS est apprécié par sa stabilité, sa programmabilité, sa capacité à s'intégrer facilement à d'autres outils offrant une flexibilité accrue aux clients. Des relations solides avec les clients. Donc, Arista va entretenir des partenariats étroits avec des fournisseurs de services cloud, comme on a vu, tels que Amazon, Google et Microsoft, et des entreprises de divers secteurs, renforçant sa position sur le marché. Ici, c'est un autre point positif également que j'ai retenu, que j'ai pu trouver dans ses rapports financiers. On voit qu'elle est quand même présente dans l'IA. Elle va avoir une infrastructure réseau optimisée pour l'IA. Les applications IA qui vont avoir besoin des réseaux de haute bande passante, faible latence et grande échelle. Arista va proposer des solutions Ethernet basées sur des standards ouverts conçus pour interconnecter des milliers d'accélérateurs IA à des grandes vitesses. Ces solutions assurent une performance optimale pour les charges de travail IA. Elle va avoir des partenaires stratégiques également, qu'elle va collaborer avec des leaders du secteur tels que Nvidia, Broadcom, Intel pour développer des solutions réseau adaptées aux besoins spécifiques des centres de données axés sur l'IA. Ces partenaires vont renforcer la position d'Arista en tant que fournisseur privilégié pour les infrastructures IA. On voit qu'elle a vraiment des clients et des partenaires qui vont être très solides. C'est des grosses entreprises, Alphabet, Microsoft, Amazon. Ici, on voit également qu'elle a des partenaires avec Nvidia, Broadcom, Intel. C'est vraiment des bons partenaires ainsi que des bons clients qu'elle dispose. Ensuite, sa croissance va être tirée par la demande de l'IA. Avec l'adoption croissante des technologies d'IA par les entreprises, la demande pour les infrastructures réseau avancées augmente. Donc, Arista bénéficie de cette tendance avec des prévisions de revenus en hausse, notamment grâce à des solutions dédiées aux centres de données IA. Donc, cette partie-là, ça va être vraiment intéressant pour nous, pour voir la croissance de l'entreprise, dans le fond, la croissance qu'on va prévoir dans le futur pour cette entreprise. Donc, c'est très important ce passage.
Ensuite, on va aller voir c'est quoi les points faibles qu'on pouvait, mettons, retrouver chez cette entreprise. Donc, au niveau des points faibles, ça va être des dépendances à l'égard de grands clients, comme qu'on venait de voir. Donc, je l'ai choisi pour le mettre comme point fort, également comme point faible, car on a vu qu'elle était vraiment exposée à des grands clients. Donc, souvent, ces grands clients vont avoir une force de négociation qui va être très grande sur les entreprises. Je me souviens, j'avais acheté une entreprise qui était Perion. Elle avait comme grand client Microsoft. À la suite du renouvellement du contrat, Microsoft avait baissé lourdement le salaire qu'elle devait donner à Perion. Fait que ça avait comme fait crash le cours de bourse de cette entreprise. Fait que c'est vraiment, des fois, si c'est des entreprises qui sont très dépendantes à des grands clients, eux, ils ont vraiment le monopole, ils peuvent décider des prix à dépenser pour ça. Donc, ici, je l'ai mis comme point faible, la dépendance à l'égard des grands clients, car une grande part significative des revenus d'Arista proviennent de quelques clients majeurs, ce qui peut représenter un risque en cas de perte de l'un d'entre eux. Ici, c'est vraiment si, mettons, un d'entre eux fait faillite ou quelque chose qui est quand même peu probable, mettons un Google, un Microsoft ou un Amazon qui va faire faillite, c'est vraiment, je pense, c'est le pouvoir de négociation que ces entreprises-là qui va être un gros défi pour Arista. Ensuite, il va y avoir une concurrence quand même intense sur ce marché de solutions de réseau est quand même compétitif avec la présence d'acteurs bien établis disposant de ressources financières importantes. Ce qu'on va voir maintenant, les principaux concurrents de cette entreprise. Donc ici, on retrouve le premier concurrent, il s'agit de Cisco Systems, qui est un leader du marché avec une large gamme de produits réseau et une forte reconnaissance de marque. C'est comme, il est très connu, Cisco, elle existe depuis très très longtemps. Le deuxième concurrent, ça va être Juniper Networks, connu pour ses solutions de réseau performantes et son orientation client. Et la troisième, c'est Huawei Technologies, propose des solutions compétitives à des prix attractifs. Ça, c'est l'entreprise asiatique, bien que confrontée à des défis réglementaires dans certains marchés. Là, on a vu ces concurrents et leurs points qui sont différents par rapport à Arista, mais on va voir qu'est-ce qui pourrait la distinguer avec ses concurrents. Donc, ça, c'est les avantages qu'elle a sur ses concurrents. Donc, c'est la flexibilité et ouverture. Grâce à EOS, Arista offre une programmabilité et une intégration aisée, ce qui peut être un atout par rapport à des solutions plus propriétaires. Innovation rapide. La structure plus agile d'Arista lui permet de répondre rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des clients. Les inconvénients que j'ai pu trouver ou les points faibles qu'elle pourrait avoir par rapport à ses concurrents, c'est qu'elle va avoir moins de ressources financières, par exemple comme le géant Cisco Systems. Arista va disposer moins de ressources pour investir sur la recherche, le développement et le marketing. Ici, on peut voir vraiment l'écart qu'il y a entre les deux entreprises. Mettons, on va regarder le total assets qu'elle a Arista comparativement à Cisco. Ici, donc, ça va être en bleu foncé pour Arista et ça va être brun pour Cisco Systems. On voit que Cisco Systems dispose de total assets de 121 milliards de dollars comparativement à 14 milliards pour Arista. On voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux entreprises. C'est de là que je constate peut-être qu'il y a quand même une différence entre ces deux entreprises. Donc, ça pourrait peut-être être freiné à Arista à développer sa technologie, à investir dans la recherche et développement.
Le deuxième inconvénient que j'ai trouvé par rapport à ses concurrents, ça va être portefeuille de produits plus restreint. Arista se concentre principalement sur les solutions réseau, tandis que certains concurrents offrent une gamme plus diversifiée de produits et services. Mais ce point-là, mettons si elle se spécialise puis elle se démarque énormément, c'est ce qu'elle fait présentement avec son système EOS. Je pense que ça pourrait être considéré comme son moat, dans le fond, c'est un avantage concurrentiel et non un inconvénient. Mais je l'ai intégré ici juste pour que je le sache et que, mettons, si vous êtes intéressé à cette entreprise, vous allez le savoir. Donc, c'est ça, on arrive sur le mode de cette entreprise. C'est qu'elle va avoir une technologie avancée et de performance. Son système d'exploitation EOS est modulaire, stable et programmable, ce qui le rend plus flexible et performant que les solutions concurrentes comme celui de Cisco. Comme je vous ai dit, elle se spécialise vraiment dans un seul système qui est EOS, qui va être considéré comme son mode. Ces équipements offrent une faible latence et une grande capacité de gestion de trafic, ce qui est crucial pour les centres de données et le cloud. Présence forte dans le cloud, comme qu'on avait vu, elle avait des fournisseurs clés comme Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet, qui ont besoin de ce réseau rapide et fiable. Ensuite, elle a su s'imposer comme une alternative premium face à Cisco, leader historique du marché. On voit qu'elle a quand même pris des parts de marché pour Cisco. Ensuite, coût total de changement élevé. Ça, va être la même chose que Microsoft, mettons, avec son 360 Office, mettons, toutes les entreprises qui disposent de ce système vont quand même devoir payer énormément pour changer pour un autre concurrent. C'est la même chose pour Arista. Ici, on voit qu'une entreprise qui utilise Arista doit former son personnel, adapter son infrastructure, ce qui rend le passage à un concurrent compliqué et coûteux. Ça va être vraiment quand même un mode très important à tenir en compte. L'autre point, ça va être l'équipe de direction et culture d'innovation. Ça va être cofondé par Andy Bochtol-Shim, excusez pour la prononciation, un pionnier du secteur et investisseur précoce de Google, capacité à innover rapidement et à s'adapter aux besoins des grandes entreprises. Ici, les faiblesses potentielles de ce mode, qui pouvait être un point fort, également un point faible que j'ai décelé. Mais comme je vous ai dit, c'est peu probable que ça arrive, mettons, faire faillite d'une grande entreprise comme Microsoft, Meta ou quelque chose, mais elles sont toujours à risque de ça, mais c'est plus ici, comme on voit la dépendance à ces quelques gros clients. Si Microsoft ou Meta réduisent leur achat, cela pourrait impacter Arista. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait tenir en compte. La concurrence féroce, Cisco, Juniper et même Huawei peuvent essayer de rattraper leur retard en matière de logiciels et d'innovation. Et le point le plus important qui résumerait vraiment le mode de cette entreprise, ça va être que Arista repose sur son logiciel EOS, sa domination dans le cloud, sa technologie avancée et les coûts élevés de changement pour ses clients. Ça va être vraiment ça le grand mode de Arista. Et c'est très important d'avoir une entreprise dans ce portefeuille qui dispose d'un mode qu'on comprend, qu'on est capable de déceler quand même rapidement. Maintenant qu'on a vu l'analyse qualitative et quantitative de cette entreprise, maintenant on va aller regarder à quel prix qu'on serait prêt à payer l'entreprise si, mettons, on est intéressé à l'acheter. Moi, personnellement, je trouve que c'est une entreprise qui a toutes les qualités pour rentrer dans mon portefeuille. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire un prix d'achat d'entrée pour l'entreprise. Donc, ici, c'est Annette, c'est comme qu'on avait vu, le ticker d'Arista, c'est Annette. Donc, elle a un bénéfice net par action de
2,23. Elle est cotée présentement à 103,40 sous. J'ai mis une croissance sur les 8 prochaines années de 15%. Ici, on peut voir que les analystes s'attendent quand même à une plus grande croissance de cette entreprise. C'est de 16,5%. On a vu que sur les dernières 5 ans, elle a réalisé une croissance de 27%. J'ai décidé de prendre un petit peu moins que ce qu'elle avait fait précédemment et ce que les analystes prévoient. J'ai mis un 15% au niveau du PER de la valorisation. Comme qu'on avait vu ici, on a vraiment un PER médian de 35 et un moyen de 36. Donc, j'ai décidé de prendre 35 comme PER futur et ça me donnait un prix de 115 $. Ce serait le juste prix à payer pour cette entreprise. Et on avait vu que présentement, elle est cotée à 103,40. Mais comme vous savez, j'aime utiliser la marge de sécurité qui est beaucoup discutée dans le livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. Donc, moi, j'ai mis une marge de sécurité de 20% sur cette entreprise. Donc, ça me donnait un prix d'achat de 98,19. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment à des prix qui seraient intéressants de rentrer, car elle a eu quand même une petite correction depuis, si on regarde ici, les derniers 6 mois, elle est montée jusqu'à 129, voit qu'elle a eu une petite correction de 20%. Donc, ça pourrait être intéressant de rentrer sur cette entreprise à ces prix-là. D'ailleurs, même l'investisseur François Rochon, si on regarde à peu près au prix qu'il a acheté, lui, il avait acheté entre le 1er octobre et le 31 décembre. Donc, entre cette période, j'imagine qu'il aurait acheté aux ces environs-là, 98, 92 au plus bas. Fait qu'on est vraiment revenu sur des prix, on est presque revenu sur des prix qui seraient intéressants pour rentrer sur cette entreprise. Avant d'oublier, il y a également un autre ratio que je regarde avant d'acheter, j'ai oublié d'en parler, ça va être de comparer le ROCE avec le WACC, le WACC ou le WACC. Ici, on va regarder sur ce site, on voit que présentement, elle a un WACC à 6,6% et le ROCE qu'on avait vu, il est présentement à 26. Donc, dans le cas où le ROCE est plus élevé que le WACC, ça veut dire que l'entreprise, elle génère de la richesse et si c'est le contraire, le WACC est plus élevé que le ROCE, ça veut dire que l'entreprise ne génère pas de richesse. Et dans ce cas-là, ça confirme ce que moi je cherche, vu que le ROCE est plus élevé que le WACC. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo quand même assez longue. Vous pouvez la regarder sur plusieurs étapes. Et ça va être tout. Donc, je vous souhaite une agréable journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!